Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Éco. Alors, c'était le 3 janvier, l'armée américaine a bombardé le Venezuela avant de mettre la main sur le président Nicolás Maduro. Le Groenland pourrait être la prochaine cible de Washington. Alors, pétrodollar, dédollarisation, planche à billets, nouvelle guerre froide. Quels sont les grands enjeux de cette nouvelle course folle américaine avec peut-être en ligne de mire la Chine? Pour en parler, je reçois Jean-François Ozol. Bonjour monsieur. Eh bien bonjour et merci de m'avoir invité, toujours avec plaisir. Jean-François Ozol, ingénieur centralien, ancien consultant auprès d'un grand groupe français. Jean-François Ozol, on peut commencer tout de suite avec vous. Quel était l'objectif économique de Trump avec cette opération militaire? Alors, lorsqu'il se produit des événements un peu exceptionnels comme celui-ci, tout le monde y va de son couplet convenu sur un certain nombre de sujets à la mode. Alors, qui les met à la mode, c'est une autre affaire. Maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ceci s'est inscrit dans une logique qui est la logique de la capitalisation primaire américaine, enfin anglo-saxonne en général, c'est celui du contrôle des matières premières. Et notamment parce que ça, émettre de la monnaie, ils savent faire, mais la seule vraie monnaie, ils le savent, c'est celle qui a pour contrepartie des matières premières. Parce que lorsque vous échangez avec quelqu'un, c'était d'ailleurs le principe commercial développé par les Phéniciens, c'est-à-dire que tous les échanges se faisaient entre des produits avec des taux d'échange convenus tout autour de la Méditerranée et même de la Mauritanie à la Chine. Bon, là, aujourd'hui, les Anglo-Saxons savent depuis très longtemps que les Russes disposent de la plus grande planche à billets du monde, puisqu'on les crédite, alors ça dépend des documents, des normes, etc., de 20 à 30% des ressources naturelles mondiales. Par rapport à ça, évidemment, lorsqu'on prétend avoir été mis en place quasiment de façon divine, eh bien, c'est un peu ennuyeux de constater que les autres sont plus riches que soi. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'industrie a des rendements décroissants et qui seront de plus décroissants, puisqu'elle nécessite, entre autres, de moins en moins de capital pour s'établir. Développer une industrie de l'électronique ou de tout un tas de choses qui est des commandes numériques, etc. Avant, autant ça coûtait extrêmement cher. Aujourd'hui, ça vaut rien. Ce qui vaut seulement, c'est de mettre des bons hommes derrière. Par contre, disposer de ressources naturelles, c'est très important. Alors, si on regarde, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis se retrouvent dans une situation où, grosso modo, ils sont pressés de reprendre la main sur une sphère d'influence qu'ils maîtrisent. Puisqu'ils ne maîtrisent pas vraiment les choses au Moyen-Orient, pas vraiment les choses en Asie, ou pas vraiment du tout, avec des Japonais qui se réveillent et qui demandent une revanche, pour un certain nombre d'entre eux. Et ils se disent que ce qu'il faut, c'est s'assurer d'un minimum de réserves. En plus de ça, on nous fait tout un cinéma avec les réserves stratégiques prouvées de pétrole des Vénézuéliens. Oui, il y aurait 304 milliards de barils, ce qui ferait du Venezuela la plus grande réserve de pétrole. Alors, c'est une estimation que l'on relaie partout. Oui, mais bien évidemment, sauf que ce qu'on oublie de relayer, c'est il y a un bateau explorateur dans la mer Australe, un bateau explorateur russe, qui a découvert 551 milliards de tonnes de pétrole de bien meilleure qualité. Où ça, dites-vous? Dans les mers australes, dans un endroit qui est revendiqué à la fois par l'Argentine, le Chili, la Grande-Bretagne, évidemment, avec 551 milliards de barils sous les eaux, on peut penser que ça suscite des appétits. Sauf que ça veut bien dire que le Venezuela, c'est pas un si grand jeu que ça. Si on rajoute ce que les Russes sont en train d'exploiter, de mettre en exploitation avec Sakhalin 3, et puis le fait c'est quoi Sakhalin 3? C'est un grand projet au nord, dans la mer Arctique au nord de la Russie, dans lequel d'ailleurs Exxon, le grand perdant de la privatisation du pétrole au Venezuela, il est vraisemblable que Exxon préférait très très vite qu'il y ait des deals faits avec les Russes pour aller s'installer à Sakhalin 3, plutôt que d'essayer de sortir un pétrole qui est solide à l'état naturel de ces réserves du Venezuela. On estime même, il y en a certains, maintenant j'ai pas fait les calculs et puis je connais plus les gens qui sont vraiment là-dedans, mais on estime même qu'il y avait du pétrole au Venezuela, il y a du pétrole au Venezuela à $500 le baril, il n'est pas rentable pour le sortir. C'est-à-dire que quand vous avez rempli un tanker de pétrole de brut vénézuélien, il faut le chauffer jusqu'à son raffinage.
Par exemple, dans le stock d'hydrocarbures stratégiques de Manosque, qui est un tiers des réserves européennes, il est strictement interdit de stocker du pétrole qui n'aurait même pas 1/10 de la paraffine qu'il peut y avoir dans le pétrole qu'on exploite au Venezuela. Revenons au Venezuela. On y est toujours, évidemment, Jean-François Ozol, mais en préparant cette émission, vous m'indiquiez que, in fine, Donald Trump applique bien les plans de l'État profond en mettant la main sur le Venezuela. Oui, parce qu'en fait, pour assurer à long terme, d'abord... On nous disait quand même que Trump allait nettoyer les écuries d'Augias de l'État profond, mais en fait, il continue les plans. Non, mais attendez. Moi, l'État profond, je ne sais pas qui c'est. Moi, il y a ce que j'appelle la capitalisation primaire. Expliquez-nous cette notion de capitalisation primaire. Ce sont des gens qui capitalisent depuis, on va dire l'an 1000 à peu près. Et vous les trouvez chez Vanguard, vous les trouvez comme ça. Ce sont des gens qui sont immensément riches. BlackRock, State Street. Mais BlackRock, c'est un peu du cinéma parce que BlackRock est un gestionnaire de fonds de pension. Bon, alors revenez sur Vanguard. Voilà. Qui sont ces gens ? Alors ça, ce sont des familles qui sont connues. Il y a eu un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça. Donc ce sont des gens qui sont très concernés par l'avenir de leur fortune et de leur rôle dans le monde. Le problème d'une république, par exemple, comme la nôtre, c'est qu'elle ne capitalise pas ses connaissances ni sa politique. À chaque fois, on met la planche à zéro, et puis on essaie de bricoler un truc en ayant des relations, des machins, des choses. Non, en face de nous, on a des gens qui sont organisés de manière parfaitement constituée, et c'est ce que disait un des Rothschild. Les Rothschild n'ont pas que des inconvénients, mais il disait, au XIXe siècle, l'essentiel, c'est que le peuple croit en la démocratie et que nous choisissions tous les candidats. Aujourd'hui, quand on voit le degré de bêtise et d'ignorance, en tout cas, de la plupart des candidats qui président à nos organisations diverses, on peut peut-être se dire qu'ils ont fait l'objet d'une sélection particulière. C'est-à-dire, depuis 1981, la promotion au mérite n'existe plus. Et donc, après la Révolution, l'État français s'en est sorti parce qu'il a conservé le corps des mines de François Ier, et qu'il y a eu, jusqu'en 81, nommé à des postes importants, puisque nous sommes dans une société hyper-technologique, que des gens qui avaient des compétences pour en parler. Moi, je me suis aperçu récemment, lors d'une discussion, qu'un haut fonctionnaire français, qui émet des avis ou prend des décisions administratives sur un certain nombre de choses, n'avait jamais lu le rapport que lui-même avait commandé. Et il ne l'avait jamais lu parce que, je pense, que c'est pas parce que c'est de la mauvaise volonté, mais tout simplement qu'il n'avait pas les connaissances pour le lire. Par contre, côté américain, il y a des cercles de réflexion, des ingénieurs conseils, des réflexions stratégiques, côté anglo-saxon général, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Bon. Le projet de la France de l'après-guerre que De Gaulle a mis en marche, il n'a pu voir le jour que parce qu'il y a eu une collaboration entre la finance, les sachants on peut dire que sont les ingénieurs et les industriels. Pour qu'un pays fonctionne, d'autant que l'économie n'est que la volonté des hommes et des femmes d'échanger des biens et des services, eh bien, il faut minimum qu'il y ait une ligne directrice et que le politique mette en œuvre, avec des conseils, sa stratégie en ayant recours au financement et à voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que il n'y a plus de capitalisation en France depuis la Révolution française. Et vous nous indiquiez bien, Jean-François Ozol, en préparant cette émission, que c'est bien la volonté de Donald Trump, en allant au Venezuela, de casser la Chine, d'isoler la Chine. Disons que les États-Unis ont un compte à régler avec la Chine qui dépend que d'eux-mêmes, en fait. C'est qu'ils ont financé, justement, la capitalisation primaire, a financé la production massive de biens de consommation en Chine, parce que eux, ça leur permettait d'avoir des bénéfices beaucoup plus grands. Je m'explique. Quand vous avez un iPhone sur lequel il y a à peu près 90% de marge, que vous payez 3% d'impôts parce que vous passez par l'Irlande, il est un peu légitime qu'un État, à un moment donné, il a besoin d'argent, et comme Donald Trump, il envisage de mettre des droits de douane, il se dit, les autres, ils vont baisser leur prix par rapport au prix marché,
Et moi, en tant qu'État, je vais récupérer les 25%. Parce qu'on est dans une situation complètement absurde, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 6 milliards de dollars de prêts à la consommation aux USA, parce que le seul objectif, c'est de gagner plus de pognon. C'est-à-dire qu'ils ont calculé qu'en fait, sur les 6 000 milliards, il y a 1 000 milliards qui sont prêtés à 23% d'intérêt par an, ce qui est quand même, c'est au moins le taux d'usure. Eh bien, ils le sont prêtés, pourquoi ? Pour que les gens puissent tout simplement manger. Donc il a été calculé que c'est moins cher de servir de la bouffe, excusez-moi, mais de merde, aux gens, sur lesquels vous n'avez pas de marge. Mais par contre, votre marge, vous la trouvez sur le fait qu'ils vous empruntent de l'argent pour acquérir cette bouffe. Et le temps qu'ils mangent, ils vous embêtent pas trop. Je ne comprends pas très bien le rapport avec la Chine. Et bien, le rapport avec la Chine, c'est un peu le même problème, c'est que le rapport avec la Chine, c'est qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment gagné d'argent en volant leur propre pays, en allant faire produire ailleurs et en vendant avec des marges éhontées, et que maintenant la Chine, comme la Chine devient une puissance militaire mondiale, eh bien, il est temps d'essayer de lui casser les bras. Et pour ce faire, effectivement, déjà la séparer de l'Amérique du Sud, ça veut dire qu'on fait le ménage dans son précaré. Et puis ensuite, si possible, on va essayer de créer des dissensions entre la Russie et la Chine. Il y a d'ailleurs un pays dans lequel ils sont en train de s'occuper avec le même ordinaire. On en a un peu parlé, mais Mossadegh, par exemple, qui était le Premier ministre iranien, il a été dézingué par les anglo-saxons, au même titre que le Shah d'Iran, au même titre que Mattei, quand il a obtenu que Eni ne commercialise plus son pétrole, n'achète plus son pétrole en dollars, au même titre que de Marjorie, au même titre que Kadhafi, tous ceux qui ont essayé de s'affranchir de la tutelle du dollar pour commercer, évidemment, ça se termine très très mal. Et donc Maduro, qui n'est pas spécialement un chef d'État brillant ni quoi que ce soit, et alors ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que c'est uniquement ExxonMobil qui a été nationalisé au Venezuela, qui est d'ailleurs touché dans la cour internationale où on porte ces différents financiers. Ils ont obtenu 1,6 milliard de dollars pour leur problème. Et ils ont, alors que Chevron continue à exploiter avec une licence, une autorisation du gouvernement américain qui lui a été renouvelée en 2025. Donc pour Trump, cette attaque sur le Venezuela, c'était pas tant de s'accaparer le pétrole plutôt que de casser la Chine en fait. Bien évidemment. Le pétrole vénézuélien est un prétexte pour casser la Chine. Bien évidemment. Et puis en plus, il y a un truc intéressant à savoir, c'est que pour bien distiller du pétrole vénézuélien, il est très lourd, le pétrole vénézuélien, paraît-il, contrairement au pétrole de schiste américain. Oui, non, mais justement, il faut l'idéal, en tout cas à une époque, c'était de le mélanger à de l'Iranian Light. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pétrole léger iranien. Donc le mixte dans les raffineries du tour du golfe du Mexique, dans le delta du Mississippi, eh bien, traditionnellement, les raffineries étaient réglées pour distiller un mélange de pétrole vénézuélien et d'Iranian Light. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, là ? Que l'Iran serait la prochaine cible après le Venezuela ? Évidemment, puisque l'Iran, c'est également une énorme source d'approvisionnement pour les Chinois en matière de pétrole et de gaz. Donc, on peut penser que ça n'entre pas dans la réflexion, dans la bienséance de la réflexion stratégique de la capitalisation primaire américaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-François Ozol, quelles étaient les relations économiques précisément entre le Venezuela et la Chine ? Bon, disons que la Chine a besoin de pétrole, comme chacun sait. Le Venezuela a besoin de vendre. Et comme tous les pays qui sont sous embargo, donc l'économie vénézuélienne a été détruite par les embargos américains. Alors certes, Maduro n'est pas une flèche, mais à partir du moment où on vous prive de tout, il est un peu compliqué de développer son économie. On va voir l'exemple de Cuba, et on peut compter sur le grand courage des autres pays du monde pour fournir ne serait-ce que des tuyaux d'arrosage à Cuba. Cuba n'a toujours pas de tuyaux d'arrosage. Et à Cuba, là, avec un schéma de pensée qui est un peu le même qu'avec le Venezuela, pour les protestants, l'argent est immortel, et il est incompréhensible, impossible qu'à un moment donné, on puisse le reprendre.
À Cuba, il y a la famille Bush qui souhaite toujours récupérer ses plantations de canne à sucre. Alors, n'allez pas trop vite en besogne, Jean-François Ozol. On sait que le Venezuela a commencé à libeller son pétrole en yuan. Je crois que c'était en septembre 2017. C'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'était il y a longtemps, 2017, quand même. Je me dis, oui, mais le Venezuela a continué de vendre du pétrole aux Américains au travers de Chevron. Donc il n'y a pas que ça. Par contre, ce qui est devenu nouveau, c'est que les Américains s'aperçoivent que la pression mise par la Chine sur eux est un vrai problème, d'autant qu'ils ont un problème, c'est qu'il n'y a pas de créativité anglo-saxonne dans le domaine de l'industrie, des sciences, etc. C'est-à-dire que ce sont toujours, c'est ce que me disait quelqu'un qui était chargé 6 mois par an de prospective pour le gouvernement américain, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vraiment bonne idée qui soit sortie du cerveau d'un Américain de souche depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout provient du migrant, de l'européen ou de l'asiatique. De l'européen. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Américains nous ont racheté toutes nos entreprises avec un savoir-faire, parce qu'ils ont pris les brevets. Nous prenons les brevets d'Alstom, ils nous privent d'indépendance au niveau énergétique dans le nucléaire, étant donné qu'ils ont réussi à nous vendre le mythe de l'énergie renouvelable. Alors, ce qui est très intéressant, justement, c'est que les anglo-saxons sont parfaitement conscients de l'importance du dialogue qu'il y a entre le représentant, enfin, l'État politique, le capital et les stratégies de développement. Ce qui intéresse le capital, on ne va pas retourner chez Zola, c'est de prêter de l'argent pour des projet le plus grand possible, parce que, comme me disait un copain qui bossait au Crédit Lyonnais, eh bien, effectivement, à un certain niveau, on perd pas son temps à prêter 10 balles. Il m'a dit, si vraiment tu veux un jour un emprunt, à l'époque c'était des francs, il me dit, jamais demande moins de 20 millions de francs. Bon, donc ils cherchent des grands projets. Donc, c'est pas le bricolage local qui est pas d'offrir. Donc, eux-mêmes ont pris les devants, c'est que eux, maintenant, ce sont eux qui proposent les projets aux États, dont ils ont pris soin de s'assurer que les dirigeants de ces États et leur haut fonctionnaire, sont des gens qui n'ont pas de consistance particulière. Donc ils ont un relais extraordinaire de tout ça, de puissance, c'est l'ONU. L'ONU, il y a 200, je ne sais plus combien, ou 500, je ne sais plus combien il y a de pays, mais bon, peu importe. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2500 ONG, et que le Lucis Trust, qui est l'ONG avec son milliard de dollars de frais de fonctionnement qui sont payés par la capitalisation primaire américaine. Et qu'est-ce que le Lucis Trust ? C'est quoi le but de cette organisation ? Je vous dis, c'est membre permanent du Conseil économique et social. De l'ONU, ils réfléchissent à un développement du monde harmonieux, avec des guillemets. Surtout, ils impriment le journal de l'ONU. Donc, par ce biais-là, la capitalisation primaire abreuve sur tous les sujets. Alors là, c'est remarquable, vous allez sur leur site, vous avez des réponses à tout. Comme ils ont des gens qui n'ont pas d'idée en face, qui payent des consultants, lesquels consultants se nourrissent dans la bibliothèque du Lucis Trust, donc tout le monde, finalement, qui le veut consciemment ou pas, met en œuvre les stratégies de développement qui ont été pensées par les conseils et les familles de la capitalisation primaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, des politiques qui sont suffisamment forts et bien formés pour être vraiment indépendants, il y en a qu'en Chine, en Russie, c'est sûr, en Iran... Justement, Jean-François Ozol, ces familles qui s'assurent de leur capitalisation primaire, elles ont mis en œuvre cet accord en 1974 entre l'Arabie Saoudite et les USA pour que le pétrole se vende majoritairement en dollars. Non, oui, bien évidemment. Est-ce que c'est le système du pétrodollar aussi qui a incité le président Trump à aller mettre son nez au Venezuela, parce qu'il s'est mis à libeller son pétrole en yuan? Oui, mais il s'est mis pour une partie en yuan. Parce que pour la partie qui arrangeait les Chinois. Donc, comme mis à part les Chinois, il n'y a pas grand monde qui a des yuan.
il est évident que pour les Américains, stratégiquement, c'est très bien d'évincer les Chinois du marché vénézuélien. Donc le but, c'est bien de couper les branches pour qu'ils aient plus de ressources. Et quand j'entendais le Donald Trump nous dire que oui, les Vénézuéliens nous ont volé du pétrole, qu'est-ce qu'il entendait par là? Il volait parce qu'il entend par là le fait que comme ExxonMobil, c'est un État dans l'État. ExxonMobil est principalement donateur aux républicains. ExxonMobil entendait commencer à forer dans l'Onerock cette année sous protection militaire américaine. Qu'est-ce que l'Onerock? L'Onerock, c'est une région du Venezuela qui est supposée receler pas mal de richesses minières, dont du pétrole. Et donc là, il y a des projets, il y a peut-être un pétrole de meilleure qualité, je n'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au travers du pétrodollar, comme vous aviez à une époque 3% d'énergie dans à peu près tous les produits du monde, ça veut dire que grosso modo, vous préleviez une taxe, puisque la monnaie, vous la créez. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés financières des États-Unis, par exemple, la Fed s'est engagée à émettre 40 milliards par mois de bons du Trésor, de dollars, achetés sous forme de bons du Trésor, pendant minimum 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est si on fait un bête calcul, on tourne autour de 800 milliards. Je me suis peut-être trompé, mais en tout cas, ça veut dire que le trou dont j'avais parlé la dernière fois de 700 milliards dans les fonds de pension américains, eh bien, c'est une façon indirecte de le combler. Parce que, certes, BlackRock gère des fonds de pension américains, mais c'est pas son argent. Donc, est-ce que les retraités américains seront payés un jour? C'est une bonne question, encore une fois, sachant que tous les investissements dans le secteur industriel normaux, forcément, ont des rendements décroissants, compte tenu du fait qu'il y a l'émergence de la concurrence mondiale. Eh bien oui, il faut essayer effectivement d'avoir des planches à billets en matière première, c'est plus sûr. Vous nous disiez tout à l'heure que donc le but de Trump était d'aller au Venezuela pour casser les pattes de la Chine, mais est-ce que c'est réellement cette opération un coup dur pour les Chinois? Je ne pense pas que ce soit directement un coup dur pour les Chinois, c'est un coup dur pour leur indépendance stratégique. Je crois que le pétrole vénézuélien représente moins de 4% des approvisionnements de la Chine. Bien évidemment, mais c'est une porte ouverte qui se ferme. Après, si vous fermez la porte de l'Iran, ça va commencer à devenir moins drôle. Après, fermer la porte de la Russie, ça va être compliqué. Mais ça veut dire que pour les Chinois, ça veut dire que les options deviennent limitées. Bon, certes, il y a du pétrole indonésien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en achètent ou pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que... Alors maintenant, il y a aussi un autre derrière tout ça. Il y a aussi le fait que... les Chinois ont montré que le pétrole se situe dans le monde, principalement dans les failles d'un continent originaire qui s'appelait la Pangée. Le pétrole qu'on trouve de la mer d'Azov jusqu'en face des côtes d'Israël est dans la même faille. Il y en a des quantités astronomiques. Donc, personnellement, je pense que les Chinois arriveront à se débrouiller pour trouver du pétrole. Ils ont maintenant une technologie extrêmement performante et je pense qu'il est un peu... il est un peu trop tôt pour savoir si la stratégie américaine va pouvoir fonctionner. Par contre, quand on parle de réindustrialiser l'Europe, réindustrialiser les États-Unis, la réindustrialisation, ça ne se décrète pas. Pas plus que la mise en œuvre, de la remise en état des champs pétroliers vénézuéliens, c'est pas 2 jours. C'est 10 ans, 15 ans. Oui, les installations sont en ruine au Venezuela. Oui, mais complètement en ruine. Et puis, en plus de ça, ils ont commis des erreurs d'extraction. C'est-à-dire qu'ils ont laissé du gaz s'échapper, ou ils l'ont utilisé pour le vendre. Ce qui fait que la pression interstitielle dans les gisements de pétrole a beaucoup chuté et qu'il est encore plus dur à sortir. Sachant qu'il est rigide quand il est au fond. Donc il faut le réchauffer avant de le sortir. Avec un Trump qui est capable d'opérer des coups comme ça sur le Venezuela, comme on l'a vu, face à cela, on a une Europe qui est complètement désarmée, complètement à poil, si je puis dire. C'est quoi l'avenir de notre continent avec un Trump qu'on commence à faire chauffer l'artillerie? Alors, je dirais que déjà, il faut quand même qu'on remette les choses un peu en perspective. Moi, j'ai été invité lorsque je fréquentais un peu
les locaux de France Amérique et du CERPES, a visité le CHEP à Bruxelles. Le CHEP, c'est donc le centre de commandement intégré de l'OTAN dans lequel Sarkozy nous a fait revenir. Et donc, le principe, c'est que vous avez une table de 6 personnes dans un bel hôtel, parce que les jeunes cons, on les met sous les dorures parce qu'ils ont l'impression d'être intelligents et irremplaçables. Et puis, il y avait donc un officier de l'OTAN qui est déjeuné avec nous. Il était là, évidemment, pour nous jauger les uns les autres, pour faire des clients pour les young leaders, quelque part. Et moi, je disais, j'étais le seul sur la table à dire, mais il faudrait que l'Europe prenne en charge sa défense, parce que ça ne peut pas bien terminer, et ce n'est pas la vocation des États-Unis de le faire. Ah bah vous êtes un très mauvais client, parce que... non, alors c'est très intéressant, c'est que la réaction de l'officier était très intéressante. Il a dit, écoutez, vous devriez écouter ce que dit votre camarade. Bah oui, donc vous aviez tort de lui dire ça, que l'Europe se prenne en main, parce qu'il faut qu'on continue à acheter aux Américains. Non, pas du tout. Dans sa tête. Mais non, on est en situation, à mon avis, dans laquelle se trouvaient les pays de l'Est au moment... Parce que pour moi, ce sont les Russes qui ont fait tomber le mur de Berlin. Ils ont dit, la bande de bras cassés nous coûte un bras tous les ans, il faut leur fournir des ressources, de l'enseignement, de l'énergie, des matières premières. Et qu'est-ce qui nous rapporte ? Rien. On n'a pas intérêt à continuer dans cette galère. Donc c'est ce que sont en train de se dire les gens de l'administration de Washington à l'égard des Européens. Non, je parle des financiers, moi. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent, on a vendu, par l'énergie, on a réussi à les convaincre de flinguer leur industrie. BASF vient d'ouvrir une énorme usine en Chine, pour le coup, parce qu'il y a de l'énergie pas chère. Et vide en Allemagne. Et ils vident toutes ces entreprises en Allemagne. Et Volkswagen va se débarrasser aussi d'un pas mal de monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, la France emprunte 310 milliards d'euros l'année prochaine. Bon, on ne parle même pas des 7 milliards d'intérêts qu'il y aura à payer, etc. Les 310 milliards, si vous faites le calcul, c'est 1,5 million de SMIC. C'est-à-dire que, parce que maintenant tout le monde parle de milliards, on a presque 2 milliards, raccordé au réseau, ça vaut 2 milliards, badadi, badada, on a l'impression que les milliards, on veut tuer, voilà, etc. Non, mais il faut arrêter l'économie. 1,5 milliard de SMIC, pourquoi faire ? Qu'est-ce que va retirer comme valeur ajoutée la France de ces 310 milliards ? Rien. Par contre, le but du jeu, c'est qu'on nous assèche financièrement. On nous a déjà acheté tout notre savoir-faire. On a fait en sorte de flinguer notre enseignement depuis 68, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne soit pas d'accord. Recruter des gens qui savent bosser, ça devient compliqué, voire très compliqué, voire impossible. Même les humoristes en parlent. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un énorme problème de fond. On fait quoi avec tout ça ? On fait rien du tout. Là, si vous prenez un parc national régional, je connais un exemple très précis que je n'aimerais pas. Voilà. Enfin, donc, on dépense de l'argent dans des domaines qui ne produisent pas de valeur ajoutée. Et j'étais quand même intéressé l'autre jour à entendre un haut fonctionnaire de l'État disant qu'il était temps que l'État se mette à s'intéresser à la production de valeur dans notre pays. D'accord. Bon. Mais est-ce que vous pensez que Donald Trump est un homme de bon sens ? Je pense que Donald Trump, déjà, il applique une stratégie. J'étais très content d'entendre l'amiral de Villiers dire l'autre jour que Donald Trump était dans la gesticulation, mais que par contre, il applique sa feuille de route. C'est pas lui qui l'a rédigée. Alors cette feuille de route, est-ce que vous pouvez, si vous la comprenez à l'avance, nous l'expliquer ? Quel est la prochaine case du Monopoly après le Venezuela ? Non, mais le problème, les États-Unis ne peuvent pas affronter simultanément les BRICS. L'Europe, ils s'en sont chargés, il n'y a plus personne. Mais il faut qu'ils cassent les BRICS. Parce que les BRICS, surtout, un des grands problèmes des BRICS, plus que la... C'est qu'ils sont divisés. Oui, mais il faut les atomiser. Et surtout, il faut revenir à un système de paiement, c'est pas tellement le problème du dollar à mon avis, mais qu'il maîtrise entièrement. Le SWIFT, chaque fois que vous achetez une baguette de pain, à Tampa, aux États-Unis, on sait que vous avez acheté une baguette de pain. On vous a crédité votre compte virtuel en dollars, on a ensuite passé vos dollars sur le compte virtuel du boulanger, et ensuite ça revient chez nous. L'Europe n'est même pas foutue capable, c'est pour ça les Américains, ils se marrent, quoi. Bande de nuls, ils ne sont pas foutus capables de développer un système de paiement sur lequel... Ils aient la main. Il n'y a que qui ait la main.
Parce que déjà, si pour les attaques agressives au niveau des rachats, de savoir quel rachat il faut faire, etc., si vous enlevez déjà la connaissance exacte des flux financiers d'une entreprise, ça complique un peu le débat. Ouais. Alors, pareil, l'Europe n'est pas capable d'avoir son autonomie numérique. Quand tous vos mails, ils sont analysés tous les jours par les outils de recherche automatique américains, on sait ce que vous pensez, ce que vous consommez, etc. Et surtout, on connaît toutes les relations inter-entreprises. Donc on sait que parce que c'est une toile d'araignée, une entreprise et toutes ces chaînes logistiques. Et on sait déterminer qu'à un endroit, paf, si vous enlevez ça, la bête, elle marche plus. Alors, on a entendu évidemment Donald Trump, après cette attaque, justifier l'opération en disant que Nicolás Maduro était un dangereux narco-terroriste et que sa drogue allait inonder le territoire américain. Donc, cette économie de la drogue, qu'est-ce que ça représentait? À qui profitait-elle? Non, mais déjà, il y a un truc qui est très drôle, c'est que je crois qu'un mois et demi avant, il a gracié le président du Honduras, qui a fait l'objet d'une très longue enquête pour trafic de drogue, et dont il a été déterminé que c'était effectivement un très grand trafiquant de drogue. Et c'est marrant, c'est qu'un mois et demi avant, il le gracie. Et après, il vient chercher Maduro, qui n'est pas une flèche, hein, mais même le temps de le ramener aux États-Unis, ils avaient déjà changé les chefs d'inculpation. C'est-à-dire qu'il n'est plus un grand chef mafieux du trafic de drogue. Ouais. Hein, parce que, évidemment, ils n'ont aucune preuve pour ça. Mais par ailleurs, la drogue, bien, il faudrait quand même qu'un jour, quelqu'un se dise que la drogue, les barons de la drogue, ils n'empilent pas les bifetons dans leur cave, hein, pour le plaisir de les empiler. Ça veut dire que l'argent de la drogue, il est recyclé tous les jours, toute l'année. Ça représente évidemment des fortunes astronomiques. Et comme par hasard, on n'en entend jamais parler. Vous, si vous commencez... Allez, disons que vous allez acheter un château. Allez, vous l'achetez 1 million d'euros. Si vous n'avez pas un suivi fiscal qui montre que vous avez les moyens d'acheter votre château, on vous casse les reins direct. Hein. C'est pas compliqué. C'est automatique. Bon, maintenant, de même que ceux qui croient naïvement qu'en dépensant leur pognon dans des croisières de luxe, ils vont rester planqués, ils savent pas que les Lloyds, ils ont le double de tous les passagers. Comment ça se passe aux États-Unis alors? C'est pareil, c'est-à-dire que l'argent, il est recyclé à la bourse de New York tous les jours. Vous êtes en train de nous dire que le trafic de drogue en provenance du Venezuela, par exemple, sert la bourse américaine. La guerre en Afghanistan, c'est quoi? C'est la guerre de l'opium contre la cocaïne. C'est la CIA qui a organisé la production de l'opium dans les plaines d'Afghanistan. De même qu'ils ont fait des variétés de coca génétiquement modifiées pour planter en Colombie, où avec des surfaces de culture beaucoup plus petites, on produit plus de drogue qu'avant. Donc, on ne peut pas imaginer que des sommes d'argent aussi considérables se vaporisent. Encore une fois, à l'époque de la redevance télé, si vous ne la payez pas, on venait vous emmerder. Mais là, c'est pas de la redevance télé qu'on parle. Là, on parle des pétroliers de pognon. Là. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne sait pas où va l'argent. À un moment donné, n'importe quel financier, d'ailleurs l'histoire est pleine d'histoires qui vont en ce sens, depuis qu'on a des archives, n'importe quel financier se trouve à un moment donné à court de cash. Et là, il tue son père, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-père s'il le trouve, pour avoir du cash. Et à un moment donné, quand vous êtes vraiment en situation critique, on pourrait peut-être trouver... Alors, il y a des tas de montages pour en arriver là. Hein. J'ai quand même un copain qui a participé à la rédaction de 42 rapports c'est pas de rapport, c'est le bilan du Crédit Lyonnais, ça c'est véritable. On assiste quand même après cette opération militaire contre Nicolás Maduro à un espèce de silence assourdissant en Chine et en Russie. La Chine, c'était quand même le partenaire du Venezuela. Il n'y a pas une réaction plus importante que cela. Non, mais si vous voulez, hormis dans la politique spectacle française, où tout le monde réagit, surtout à propos de tout, des gens qui sont un minimum sérieux, comme les Russes et les Chinois, ils prennent le temps de la réflexion pour réfléchir, je pense d'ailleurs, ensemble, quant aux réponses à apporter. Bon, il y a quand même eu un petit signe avant-coureur, c'est que les Russes ont détruit 3 usines américaines en Ukraine. C'est pas un hasard.
à mon avis, c'est ce qu'on appelle le début d'une réponse. Et je pense que les intéressés, ils comprennent très bien ce genre de message. Comme par ailleurs, les Russes sont à peu près de finir de détruire les ports d'export des céréales ukrainiens dans l'embouchure du Dniepr et à Odessa. Ça, il faut savoir que les principaux opérateurs sur le marché ukrainien des grains, c'est Chicago. Pas la PEC, mais les opérateurs américains traditionnels des céréales. Bon. Donc, je crois que l'argent de la drogue, il est recyclé tous les jours, et ça arrange tout le monde, puisque maintenant, on le prend en compte dans le calcul du PIB. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Hein. Oui, le président de la République nous a fait une sortie récente sur l'usage de la drogue, que ça ne devait pas être récréatif ni festif, mais ça serait bien qu'il commence par arrêter de le calculer pour gonfler son propre PIB aussi. Mais évidemment. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'était la situation économique du Venezuela avant que tout cela arrive ? Vous nous disiez que finalement, la chute de Maduro, c'est aussi la volonté des États-Unis de le mettre sous blocus depuis des années. Tous les pays dont veulent se débarrasser les États-Unis, c'est toujours pareil. On crée le bordel, on finance. Il y a quand même, je crois, en Géorgie, non, pas en Géorgie, comment ça s'appelle, dans le Caucase Sud, à un moment donné, il y avait 2500 ONG qui distribuaient du pognon en expliquant aux gens que ça s'est tellement mieux après. Moi, j'ai vu un pauvre chef kazakh, excusez-moi, pas du tout kazakh, de Kabarde, revenir de Bruxelles où il avait été invité à une grande messe. On lui avait expliqué que la Russie c'était fini, que le pétrole c'était fini, que ça serait tellement bien s'il se ralliait à la cause de l'Occident. Bon, le pauvre mec, évidemment, il est personne ingrate chez lui. Et puis, si les gens, il faudrait quand même qu'il y ait les gens, un jour ils retournent sur Terre, qu'ils arrêtent d'avaler la pilule de l'énergie renouvelable, parce que bien évidemment, les grands conflits de ce monde actuellement, ce sont les matières premières, et en premier lieu le pétrole et le gaz. Parce que sans pétrole et sans gaz, c'est pas avec des moulins à vent qui tournent parfois qu'on va réussir à faire une coulée de métal, quoi. Quand vous savez, par exemple, pour refroidir un bloc de carbone, ça demande 15 jours. Pour fabriquer des petits composants électroniques. Alors, le président Trump était dans son avion l'autre jour et il a répondu aux journalistes en leur disant mais laissez-moi 2 mois concernant le Groenland et vous verrez bien ce que vous verrez. Quel est l'intérêt stratégique, économique surtout, de Donald Trump d'aller mettre la main, je ne sais pas par quels moyens, militaires, financiers, sur le Groenland ? Le Groenland, c'est sur les ressources d'hydrocarbures. Sauf que là, le problème, c'est qu'il est obligé de bosser avec les Russes. Parce qu'il a dit, je vais commander 40 brise-glaces, grands comme les brise-glaces russes. Un brise-glace russe, déjà, c'est 3-4 milliards de dollars, sinon plus. Par contre, pour le moment, il n'y a que qui savent en faire. Bon. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le mythe de la route du Nord... la route du Nord, elle ne fonctionne que si les brise-glaces russes sont opérationnelles. Parce qu'il n'y a pas du tout de passage possible comme ça, pour le moment. Et les brise-glaces russes, ils peuvent casser 2,30 m de glace, 2,50 m. Alors qu'avant, ils étaient réduits à 1,10 m. C'est-à-dire qu'effectivement, alors pour les Chinois, c'est hyper important, parce qu'évidemment, je crois que ça réduit le trajet de 10 ou 15 jours avec les États-Unis ou le restant de l'Amérique du Nord. Mais les Américains et les Russes ont tout intérêt à s'allier pour se débarrasser des teubés et pour mettre en œuvre les ressources énergétiques et minérales de ces portions du monde. Bon, et par ailleurs, par rapport d'un point de vue stratégique, le Groenland, c'est aussi une barrière naturelle qui empêche un accès direct aux États-Unis. Mais je ne pense pas que ça soit ça le fond du problème. Alors on nous parle de la fonte des glaces. Oui, la fonte des glaces, rigolo. C'est très très drôle. Le jour de la fonte, où s'est ouvert la COP, qui était à Londres, je crois, etc., les glaces, cette année-là, sont arrivées, je crois, 6 mois plus tôt. Et il y a 23 bateaux qui ont envoyé des SOS pour que les brise-glaces russes viennent les chercher. Bon, cette année, la banquise est plus grande qu'elle ne l'a depuis 1990 et des poussières, etc. Sachant que la somme des banquises nord et sud est toujours à peu près constante. Alors on nous montre toujours l'Antarctique qui fond, évidemment, il y a des coulées de lave en dessous les zones qu'on nous montre, alors évidemment la glace elle a un petit peu du mal à s'accrocher à la coulée de lave. Et en plus de ça, il y a une barre rocheuse qui interrompt les circulations de vent.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-François Auzeul, on arrive à la fin de cette émission, si on assiste à un retour des empires avec les États-Unis, la Russie, la Chine? Disons qu'on assiste surtout au fait qu'aujourd'hui, pour exister, il faut avoir une certaine taille critique. Et on a d'un côté un Occident qui se croit élu, qui méprise absolument tout ce qui pourrait être des partenaires. Bon, moi, historiquement, j'ai travaillé dans une boîte de BTP où on était présent dans 83 pays. On a travaillé en bonne intelligence dans ces 83 pays. Pourquoi ? Et j'ai compris discuter avec le ex-PDG d'EDF International, qui disait que oui, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait contrôler l'avenir d'une boîte si on est honnête, avec seulement 25-30% du capital. À condition que l'activité que l'on développe aille dans le sens, c'est ce que je disais préalablement, de la ligne politique définie par l'État. Bon, eh bien, il est possible de construire alors, les histoires de partenariat gagnant-gagnant, ça m'agace au plus haut point. Il y en a un qui peut gagner beaucoup, l'autre peu. L'essentiel, c'est que les deux aillent à la même lignée, on va dire, spirituelle. Enfin, ils ont l'impression que c'est bien pour les deux pays. Bon. Eh bien, actuellement, on n'en est pas du tout là. On a toujours des gens Vous nous parliez d'état d'esprit en préparant cette émission. Oui, c'est exactement ça, oui. C'est quoi l'état d'esprit en Europe ? L'état d'esprit en Europe, c'est qu'on a délégué, on a déjà, et ça c'est très intéressant parce que quand on s'intéresse à l'histoire de la Chine, chaque fois que la Chine a abandonné la promotion au mérite, elle est tombée en déconfiture totale. L'Europe a abandonné la promotion au mérite. Vous avez la présidente de la Commission européenne, elle a une thèse dans laquelle tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a 30 pages de plagiat pur et dur. À partir du moment où on a des élites qui trichent et qui ne sont même pas capables on a eu quand même 3 premiers ministres qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, dans un monde hyper complexe comme le nôtre, si vous n'avez pas de diplôme, vous comprenez quoi ? Alors, on a un conseil d'État, dès qu'on lui pose une question, en termes de conseil, il appelle tout de suite un consultant pour faire un rapport. Ils ont mis 5 ans pour prendre un rapport sur l'intérêt général, qu'ils ont commandé, il fait 700 pages, et j'ai quelqu'un qui bosse avec moi, l'a lu en détail, pour aboutir à la conclusion que ça n'existe pas, qui est la conclusion allemande. Puisque la prédestination luthérienne fait qu'il n'y a pas d'intérêt général. Puisque vous représentez ceux que Dieu a choisis. Donc, il y en a quoi ? On s'en fout de l'intérêt général. Qui crèvent, les pauvres ? Attendez. Dieu a voulu qu'ils soient pauvres, et ils le resteront. Je ne vais pas contrarier Dieu, bien sûr. Non, parce que sinon... Comme disait Louis de Funès, les riches, c'est fait pour être très riches, et les pauvres, très pauvres. Voilà. La folie des grandeurs. Mais c'est complètement ça. Économiquement, on va terminer là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on doit retenir de cette séquence vénézuélienne ? On doit surtout retenir qu'on n'existe pas politiquement. Comme je vous disais, que pour un pays, ça n'existe que s'il y a un dialogue entre au moins les idées, le capital et ceux qui sont capables de mettre en œuvre les stratégies politiques. Nous, on voit que le département idée, il est fermé. Donc, on va où ? On nous emmène là où on veut, quoi. Alors, on va devenir un grand Disney. Un grand Disney. C'est ça l'avenir des Français pour 2026, c'est la Disneylisation de l'économie française. Pas tout de suite le Disneyland, mais sur le fond, on voit bien que Non, mais c'est ce que nous promettait dans les Guignols, on s'en souvient, les fromages qui puent, vous allez devenir des directeurs de musées, en fait. Bien évidemment. Et puis, il y aura certainement un certain nombre de bordels à ouvrir. Et puis, de choses qui permettent de faire du cash avec les touristes. Mais je veux dire, là... Oui, il y a certains qui parlent déjà du retour des maisons closes. Grande industrie, on a la cam, on a les maisons closes, vachement bien. Et puis, les jeux, on peut développer un peu quand même. On a la Française des Jeux. La Française des Jeux qu'on a vendue, je crois. Bon. Non, mais ce qui est absolument extraordinaire, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a... Quand vous voyez que nous sommes dirigés par des avocats, le rôle d'un avocat, c'est quand même fondamentalement de tordre la réalité. Nicolas Sarkozy est un avocat de formation. Oui, Braun Pivet aussi. Bon, à partir du moment où des gens ne croient pas en l'existence de la réalité. De la vérité même. Oui, mais même, bien sûr, bien évidemment, il y a des tas de réseaux horizontales qui expliquent que en France, très développée, qui existe que la vérité n'existe pas. Mais ça rassure tout le monde. Et puis encore une fois,
Si on vous propose une opportunité de corruption, c'est Dieu qui vous la propose. Ça serait dur de risquer l'enfer pour ne pas l'avoir accepté quand même. Donc on en est là, quoi. C'est-à-dire que les gens ne savent plus construire. Avant, moi j'ai été formé comme ingénieur pour construire des choses, même très complexes, voire très très complexes. Mais, vous fabriquiez des barrages hydrauliques. Oui, non, j'aurais pu travailler sur le barrage de Yacyretá, qui donc donne une grande partie de son énergie à l'Argentine et au Paraná. Mais pour commencer à construire ce type de barrage, il faut déjà construire. Déjà, c'est 40 ans de mise au point du projet et de son financement, 10 ans d'études, 20 ans de réalisation. Bon. Mais de cela, on n'est plus capable en France. Ah ben non. Non, puisque j'ai une amie qui travaille dans le secteur de l'ingénierie, bâtiment et projets des villes. Eh bien, elle recrute pour les projets dans le monde. Elle recrute où? En Chine. Oui, parce que c'est là qu'on fabrique des ingénieurs et plus en France. Oh non, on fabrique toujours en France, mais ceux qui ont l'expérience, des projets sur le terrain, aujourd'hui, ce sont des Chinois. Et c'est-à-dire que la boîte où j'ai travaillé était le maître d'œuvre du projet des barrages des Trois-Vallées en Chine. Donc, ça fait un peu de quoi ça en cause, mais on cause au fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les gens qui savent faire. Merci Jean-François Ozel d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver dans un instant la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté, auxquels j'adresse d'ailleurs mes vœux de santé, de réussite, d'accomplissement. Et puis évidemment, qui suivez nos commentaires, on espère également que nos chroniques vous aideront à faire des placements judicieux. Cette chronique, je vais l'intituler « 2026, un monde de brut ». Oui, parce que 2026 a commencé de façon brutale avec l'intervention américaine au Venezuela. Une intervention dont nos médias mainstream oublient de préciser quand même que ça fait une 50aine de morts, dont une 30aine de personnel du service de sécurité d'origine cubaine, qui, à ma connaissance, n'avait rien fait aux États-Unis, qui n'avait pas menacé ni Washington, ni Donald Trump, et qui sont tombés, on va dire, dans l'exercice de leurs fonctions, et on pourrait même dire au champ d'honneur, pour tenter de protéger un dirigeant, M. Maduro, dont on imagine que la capture a été rendue très facile par des trahisons internes. Oui, en effet, M. Maduro n'a pas été conduit vers des bunkers sécurisés dès que les premiers hélicoptères américains ont commencé à survoler Caracas. Au contraire, il semblerait qu'il ait été sécurisé en attendant que les Delta Force viennent le cueillir. Pourquoi tuer une trentaine de Cubains d'ailleurs au passage? On ne sait pas. Alors, le but des Américains aux États-Unis, là c'est très très clair. J.D. Vance l'a dévoilé lors d'une interview accordée à Fox News et au journaliste vedette Jeff Waters. À la question « Est-ce que avoir capturé Maduro va améliorer le quotidien des Américains ?» J.D. Vance a dit « C'est pas du tout la question. On va pouvoir mettre la main sur les richesses du Venezuela. » Bon, celle que tout le monde connaît évidemment, c'est le pétrole, mais il y a également de l'or dans de vastes étendues à l'est du pays, en pleine jungle. Il y a également des terres rares, et tenez-vous bien, il y a aussi des bitcoins. Et oui, le Venezuela aurait miné environ 600 000 bitcoins pour disposer d'une réserve d'actifs négociables, parce que le Venezuela est sous embargo
bancaire américain depuis 2017, qu'il avait mis en place Donald Trump lui-même. Donald Trump avait d'ailleurs banni le Venezuela de SWIFT, empêchant pratiquement toute opération bancaire internationale. Depuis, ce sont les Chinois, avec leur ersatz de SWIFT, qui s'appelle CIPS, qui permettaient au Venezuela de retrouver doucement un petit peu d'oxygène monétaire. Mais les 600 000 bitcoins auraient pu être employés effectivement pour faire des achats de biens de première nécessité. En réalité, la Chine a fourni l'essentiel de ce dont avait besoin le Venezuela, et notamment pour exploiter son pétrole. Et oui, sous embargo américain, impossible d'entretenir et de remplacer le matériel installé par les majors américains dans les années 50 et même avant. Donc ce sont les Chinois qui ont fourni les nouveaux derricks, les nouvelles plateformes, les nouvelles unités de raffinage. Rien de tout cela n'est compatible avec le matériel américain et il va falloir tout remplacer. Bon, c'est pas grave, Trump l'a dit, les États-Unis aideront les compagnies américaines qui s'implantent au Venezuela à financer justement la remise à niveau du matériel. Et comment le faire financièrement ? Tout simplement en confisquant le pétrole vénézuélien. Alors, Trump essaye d'y mettre les formes, il explique que ces 50 millions de barils, les Vénézuéliens, bien sûr, vont recevoir l'argent, le pétrole va aller aux États-Unis. Les Vénézuéliens reçoivent l'argent, mais ils vont devoir acheter américain. Autrement dit, c'est d'acheter chinois. Là, ça pose un double problème. Parce que comment un pays peut-il ordonner à un autre pays de ne plus acheter ce dont il a besoin ou bon lui semble ? Et les 50 millions de barils de pétrole que vise Donald Trump, en réalité, ils appartiennent à la Chine. Ils appartiennent à la Chine tout simplement parce que c'est le mode de paiement du Venezuela pour rembourser les prêts offerts par Pékin. Tout cela est parfaitement légal et parfaitement conforme aux règles de l'OMC, que les États-Unis donc entendent clairement, ouvertement violer, et en expliquant évidemment que d'autres pays sur cette planète font partie du camp du mal et que si jamais ils levaient le petit doigt pour défendre leurs précarés, alors ils sont dans l'illégalité. Les États-Unis, eux, ne s'en cachent pas. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est chez eux, c'est la doctrine Monroe, rebaptisée par Donald Trump la doctrine Donroe. Être plus égocentrique et mégalomaniaque que Donald Trump, ça paraît difficilement concevable. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que depuis le 3 janvier, les marchés ne tremblent pas, le pétrole ne baisse pas, le pétrole ne monte pas. On a simplement vu l'argent atteindre un nouveau record, et puis là, assez bizarrement, sa hausse a été bloquée à 82,50 $ et badaboum, un certain 5 janvier, à 2 h du matin, l'or et l'argent ont subitement décroché sans que personne comprenne pourquoi. Donc on a bien compris que là aussi, les Américains sont à la manœuvre, car ce sont aussi des entreprises américaines qui sont vendeuses à découvert d'argent et qui sont peut-être financièrement à l'agonie. Et effectivement, la manipulation des métaux précieux leur permet de retrouver un peu d'oxygène, de survivre quelques jours ou quelques semaines de plus avant que la réalité inexorable des shorts gigantesques opérés sur les métaux précieux ne sont pas soutenables et toutes ces positions devront être clôturées, quoi qu'il en coûte. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne.
Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.